Eh bien, il est temps de reprendre nos discussions, nos échanges. Il nous reste à aborder la question des arts urbains. De quoi parle-t-on lorsque l'on parle d'art urbain? Peut-être que vous nous le direz. Qu'est-ce qu'ils racontent en tout cas? Qu'est-ce qu'ils nous disent de nous et des lieux qu'ils investissent? Et quel est leur ancrage dans le local? On a beaucoup parlé du contexte, de son importance tout au long de nos journées. Thomas Malgras, vous êtes toujours le chef de projet Rouen Normandie 2028 et vous êtes toujours l'animateur de cette nouvelle séquence. Et je vous propose de prendre la main. On va faire cette séquence sur les arts urbains en 2 temps, ce qui permettra une petite pause qui vous permettra notamment ici dans la salle de reposer votre dos. Donc voilà, première partie, art urbain, faire écosystème. Merci beaucoup Rebecca. Premier invité pour cette table ronde autour des arts urbains, Jean-Guillaume Panis, qui est directeur du Hangar 107. Jean-Guillaume, tu as une histoire un peu particulière, puisque à l'origine tu es plutôt un technicien du son. Oui. Moi aussi j'ai fait ça un temps, et on a Jérôme ici qui le fait aujourd'hui et depuis hier avec nous. Technicien du son de formation, tu es entré dans le monde de l'art contemporain et des arts urbains presque par hasard, en présentant le travail d'une artiste peintre dans un bar parisien, je crois. Une révélation qui va t'amener à reprendre des études pour te lancer dans le management de projets culturels et la promotion des arts urbains. Ta rencontre avec un de tes mentors, Yves Suty, de l'association Artac, va parachever un peu ce grand plongeon dans le domaine des arts urbains. Et aujourd'hui, aux côtés notamment de Nicolas Couturieux, qui est le directeur artistique de ce lieu, le Hangar 107, tu travailles au sein d'une structure, donc ce Hangar 107, un lieu d'art contemporain rouennais, situé un peu d'un genre nouveau, parce que situé dans un lieu à part, hein, le bâtiment le 107, qui, comme son nom l'indique, se situe entre le 106 et le 108, et qui est plutôt un lieu dédié au monde de l'entreprise, avec une pépinière d'entreprise, avec des restaurants, avec des sièges de grandes entreprises rouennaises. Et ça en fait vraiment un lieu à part dans le monde des centres d'art qu'on connaît bien et qui est souvent un monde lié à la puissance publique, hein, aux collectivités. Et là, on est dans un lieu qui est, pour le coup, géré, financé davantage par les entreprises privées. Et peut-être tu pourrais nous parler de ce lieu en commençant peut-être par sa genèse, par tout ce qui a finalement amené à sa création. Merci beaucoup Thomas. Bonjour à tout le monde. Effectivement, il y a toute une histoire finalement qui précède la création du Hangar 107 à Rouen. Et je vais commencer par un tout petit peu d'histoire de l'art. Alors, l'histoire d'un des mouvements qui est né dans la rue au XXe siècle, c'est le graffiti. Le graffiti, c'est né à New York dans les années 60, dans un contexte social particulier. Alors souvent dans l'histoire de l'art, il y a des mouvements qui se créent par la rencontre d'innovation technologique et un contexte social, voilà, qui viennent se percuter. Et à New York, à cette époque-là, pour se resituer, on est dans une période où c'est une des villes les plus dangereuses du monde, New York. Voilà, on a tendance à oublier, mais dans les années 60, on a plus de chances de prendre une balle et de mourir à New York dans la rue qu'à Bagdad. Pourtant, Manhattan, c'est la capitale de la culture mondiale. Hein. On est au début du soft power américain qui va envahir le monde à cette époque-là. Mais dans la banlieue de Manhattan, donc à Brooklyn, dans le Queens, dans le Bronx, Staten Island, Harlem, vous avez toute une génération de gamins qui sont un peu paumés, qui sont un peu abandonnés. Ces banlieues, elles brûlent régulièrement. Il y a beaucoup de spéculation immobilière à l'époque pour acquérir des terrains, donc on brûle les immeubles. Et vous avez tous ces gamins qui sont un peu abandonnés dans la rue, et ils vont se retrouver avec un nouvel outil dans leurs mains. Ça va être la bombe aérosol, le Posca, le feutre, et ils vont se mettre à écrire. Voilà. Alors, au début, on ne parlait pas de graffiti. Les gamins qui écrivaient dans la rue, ils s'appelaient les writers. Donc, c'était l'écriture, c'était des écrivains. Le principe était simple. On se trouvait un pseudonyme, puisque le graffiti, c'est illégal, par définition.
à l'époque. On trouve un pseudonyme et on va l'inscrire partout. On va essayer de se trouver un style pour se démarquer des autres et on va envahir la ville. Voilà, le but étant d'être le plus connu possible tout en restant totalement anonyme. Alors ce mouvement va arriver en Europe au début des années 80, donc il a déjà 20 ans derrière lui. Alors il arrive par deux événements. En 81, la sortie en Allemagne d'un documentaire qui s'appelle Wild Style, qui est très mauvais mais qu'il faut regarder, qui a été donc réalisé dans les années 70. Un réalisateur allemand qui est parti à New York, qui a donc documenté la naissance du mouvement hip-hop, parce qu'il faut aussi se rappeler que le graffiti, contrairement à l'Europe, n'était pas lié au mouvement hip-hop au départ. Les premiers graffeurs arrivent dans les années 60, le rap arrive à la fin des années 70, donc le graffiti à l'époque n'est pas lié au mouvement hip-hop. C'est ce documentaire, finalement, en arrivant en Europe, en mêlant le graffiti, la danse hip-hop et le début du rap, fin des années 70, qui fait que vous avez cette culture, cette fameuse culture urbaine, culture hip-hop, qui va arriver en Europe. Ce documentaire va être diffusé. Il va faire le tour d'Europe. Les gamins vont copier les VHS, les diffuser sous le manteau un peu partout. Et c'est comme ça que dans les années 80, tous les kids de l'époque découvrent cette culture et se mettent eux aussi à pratiquer du graffiti. Et en 83, vous avez un livre très important qui s'appelle Subway Art qui sort. Donc Subway Art, ce sont deux photographes, Martha Cooper, Henri Chalfant. Henri Chalfant a photographié tous les trains graffés de New York dans les années 70, donc c'est une bible. Donc quand les gamins en Europe ont découvert le graffiti, ils avaient à disposition 20 ans de travail, 20 ans de styles différents de graffiti. Ils ont pu s'en inspirer pour produire eux-mêmes des œuvres. Et Martha Cooper, elle a photographié plutôt l'ambiance, la vie des graffeurs, la vie du vandalisme, etc. etc. Donc dans les années 80, ça se diffuse en Europe de manière virale. Dans les années 90, le graffiti vient percuter le street art, qui est un mouvement plus difficile à définir. Moi, je n'ai toujours pas compris la définition du street art, mais je l'attends avec impatience. Mais voilà, dans les années 90, le graffiti, le street art vont un peu se percuter, se mélanger. Et dans les années 2000, et c'est cette période finalement qui va nous intéresser au Hangar 107, dans ce qu'on va montrer des artistes qui ont explosé chez nous. Dans les années 2000, vous avez tout un tas d'artistes qui vont commencer à réfléchir un petit peu différemment, penser un petit peu différemment leur art et voir comment effectivement on passe de l'espace public au musée ou à la galerie. Alors le Hangar 107, justement, est arrivé au bon moment pour rassembler tout un tas d'artistes qui ne se reconnaissaient pas forcément dans le mouvement street art ou art urbain et qui n'arrivaient pas non plus forcément à rentrer dans les institutions plus traditionnelles de l'art contemporain, puisque ce sont des gens qui n'ont pas du tout les codes. Voilà, c'est très très rare. Enfin, on en a de plus en plus maintenant, des artistes qui font du graffiti, qui ont aussi fait les beaux-arts. Mais vraiment, moi, la génération qui m'a intéressé avec Nicolas Couturieux, qui est commissaire d'exposition, c'est justement celle qui n'a pas du tout suivi le parcours habituel. Et d'ailleurs, Nicolas et moi, on est aussi un peu à l'image de ces artistes. On vient pas du tout du sérail. Mon commissaire d'exposition, Nicolas, n'a jamais fait une heure d'histoire de l'art. Moi non plus. Mais on a appris dans la rue au contact de ces artistes. Alors, je vais commencer par vous faire donc un panel très rapide des artistes qui vont exposer au Hangar 107, pour que vous ayez déjà une idée effectivement de quoi il en retourne. Voilà, qu'est-ce que ces artistes ont proposé, quelle est la mutation qu'ils ont opérée dans les années 2000. Et ensuite, on s'arrêtera sur un cas plus particulier, l'artiste qui expose actuellement au Hangar 107. Alors là, vous avez un artiste qui s'appelle Thomas Canto. En image, vous avez une œuvre qui a été réalisée pour l'édition de 2014 de Nuit Blanche à Paris. Alors Thomas, c'est quelqu'un qui a commencé par le graffiti vandale à Lyon. Et alors ce qui est intéressant, c'est que Thomas,
en faisant du graffiti. Alors, c'était pas forcément un très très bon graffeur, mais là où il était fort, c'était pour observer et prendre des photos. Il prenait beaucoup de photos de la ville. Et à force de prendre ces photos, il a fini par voir effectivement ces formes géométriques apparaître, une espèce d'abstraction qu'il a aujourd'hui rapproché plus des artistes d'Amérique latine des années 60-70. On est plus proche finalement de l'art optique de cette époque. Donc voilà, donc déjà un premier graffeur qui abandonne totalement la lettre et qui part dans quelque chose de beaucoup plus abstrait, mais qui est capable de projeter ça effectivement dans un environnement urbain. Vous avez Rero, alors lui il est de ma génération. Rero pareil, il a commencé par taguer, alors il s'appelait Horreur, donc c'est Rero à l'envers, il taguait Horreur. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, il s'est rendu compte que comme il avait démarré assez tardivement dans le monde du graffiti, quand il taguait Horreur au milieu des 50 autres tags, ben, on ne le voyait pas. Et ce qui intéressait Rero, c'était le fait d'être vu et de faire passer des messages. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le contre-pied total du graffiti, c'est-à-dire qu'il a pris la police de caractère la plus simple qu'il pouvait trouver sur Word, donc la police Verdana. Il a inversé son nom, ça a donné Rero. Et il barre donc de cet épais trait toutes les phrases qu'il vient disposer un peu partout dans la ville. Et donc là, c'était la devanture d'une galerie à Miami, la galerie Castagnier, qui faisait une exposition sur Rero. Et il avait fait un vernissage quelque temps avant, où pendant tout le vernissage, c'était à Los Angeles, le public a passé son temps à se faire des selfies avec les tableaux, finalement, au lieu de regarder les tableaux. Et il s'est dit, je vais faire un no selfie zone dans ma galerie. On va interdire les selfies en réaction donc, à ce qui venait de vivre. Alors, petit pas de côté avec Tania Moreau. Donc, Tania, elle ne vient pas du tout du graffiti. C'est une dame qui a 78 ou 79 ans aujourd'hui. Mais elle a toujours produit de l'art dans l'espace public dès les années 60-70. On est en 2005, donc c'est sa rétrospective au Centre Pompidou-Metz. Et donc le FRAC lui a commandé cette fresque. Donc c'est typique du travail de Tania. Et pourquoi est-ce que Tania est si proche de nous? C'est parce qu'elle a toujours travaillé justement la lettre et l'écriture. Alors elle l'a abordé d'une autre manière, qui était beaucoup politique et féministe. C'est en réaction à un cours qu'elle avait eu aux Beaux-Arts, les Beaux-Arts qu'elle a quitté, qu'elle n'a pas terminé à l'époque, pour protester. Et, elle s'était retrouvée dans un cours où on lui avait expliqué que dans la peinture, la courbe, c'était la femme, avec les histoires, et la pensée, les messages, c'était l'homme. Bon. Voilà, déjà à l'époque, ça commençait un peu à être barbant, ce genre de message. Et finalement, elle s'est dit, si la pensée, c'est l'homme, ça veut dire que l'écriture, c'est l'homme. Puisque on fait passer de la pensée au travers de l'écriture. Donc ça veut dire que l'écriture, sous sa forme esthétique connue, c'est aussi un outil de domination des hommes sur les femmes. Et elle va décider donc d'étirer les lettres, de les exploser, de les effacer. Voilà. Donc elle va manipuler le langage, elle va manipuler la lettre, et elle va produire régulièrement des œuvres dans l'espace public. Alors ici, il y a écrit « How can you sleep ?» Alors Tania, elle tire à chaque fois ses phrases, alors parfois elle en invente, mais elle tire souvent ses phrases aussi de discours politiques, de poèmes, de littérature. Et là, alors je crois que j'ai un peu oublié, mais je crois que c'est tiré d'un opéra de Schoenberg qui parle du ghetto de Varsovie. Et donc c'est une injonction à un moment qui est faite à un soldat SS, « How can you sleep ?» Et comme cette fresque justement est cachée, c'est-à-dire que si vous allez à Metz, vous ne pourrez pas la voir, sauf si vous montez effectivement sur je ne sais plus quel balcon. Elle est totalement cachée, un petit peu comme les Juifs qui étaient dans le ghetto de Varsovie, cachés du monde extérieur. Tilt, pour nous, c'est une légende dans le graffiti, c'est un personnage extrêmement important. Vous avez plein de styles de lettres, et lui, c'était le roi des bubble letters. Donc c'est un style de graffiti très français, où les lettres sont boursouflées, un peu bombées, comme ça, comme des espèces de ballons qu'on aurait soufflés à l'excès. Donc cette année-là, c'est une exposition à Art Paris Art Fair avec la galerie Colli en 2018. J'en parle parce que ça a été un petit moment de fierté. On a toujours nos petits moments de fierté dans le graffiti. Il a été lauréat d'un prix Jeune Talent, donc on a tous sauté de joie
quand on a vu ça, parce que c'est rare pour nous d'avoir des prix, donc on est toujours heureux quand ça se passe. Tilt, alors il a fait beaucoup de ce qu'on appelle néo-pop art, hein, c'est très courant dans le street art, où vous avez finalement plus de pop art dans le street art qu'autre chose. Donc il avait un peu fait ça dans les années 2000, et assez rapidement il s'est mis des coups de fouet, il s'est flagellé, il s'est dit c'est pas du tout ça qu'il faut faire, et il a commencé à penser son graffiti différemment. Comment est-ce que je transpose effectivement une pratique vandale? Qu'est-ce que je raconte d'une pratique vandale dans un musée, dans une galerie? Et il a commencé à faire un travail qui tire son inspiration dans le travail de Villeglé. Villeglé, donc, qui construisait des œuvres à partir de morceaux d'affiches déchirés. Tilt a fait la même chose, sauf que lui, il construit des murs dans son studio. Donc il achète du béton, du BA13, il construit des murs, et il va les taguer, il va les vieillir, il va jeter de l'eau dessus, il va les rayer, il va les éclater, les malmener. Il va essayer de construire en fait des faux vieux murs de graffiti qu'il va ensuite découper et assembler. Craig Costello, donc tous les artistes depuis le début ont exposé en Hangar 107 et c'est montré de manière chronologique. Craig Costello, qui a exposé avec Tilt, c'est un Américain, un New-Yorkais. C'est quelqu'un d'essentiel dans notre mouvement parce que ça a été le premier à travailler la coulure. La coulure, c'était interdit dans le graffiti jusque dans la fin des années 80. C'était un truc, si on faisait des coulures, c'est qu'on était un mauvais graffeur. Alors lui, il adorait faire des coulures, donc il en a fait son métier. Et là, c'est une installation au Palais de Tokyo, donc d'œuvres projetées à l'extincteur. Voilà, donc il remplit des extincteurs de peinture. Et il vient donc exploser cette peinture contre les murs pour revenir à l'acte fondamental du graffiti, qui est de laisser une trace, une empreinte sur les murs. Petite exception, parce que depuis tout à l'heure, je ne vous montre pas d'œuvre réalisée au Hangar 107. Celle-ci a été réalisée au Hangar 107. Donc Mirko Deimreiser, là on s'est fait plaisir. Alors c'est une exposition, on s'est fait plaisir. Puisqu'on nous disait il faut absolument que tu montes du graffiti, parce que tout le monde nous disait c'est bizarre, tu as monté un centre de graffiti, puis tu montes jamais de graffiti. On s'est dit si on monte du graffiti, on va montrer la légende. Et c'était les 30 ans de carrière de Daim, qui est un artiste allemand. Donc dans les années 90, c'était le roi en Europe du graffiti. C'est le mec que tout le monde attendait tout le temps. On avait des fanzines à l'époque, hein. On n'existait pas dans la presse spécialisée art. Donc on avait des fanzines, des magazines qu'on se passait un peu sous le manteau, entre guillemets, ou qu'on trouvait dans les quelques rares galeries un peu spécialisées qui défendaient le mouvement à l'époque. Et Daim, on l'attendait à chaque fois, c'est-à-dire qu'à chaque fois que Daim sortait une fresque, tout le monde se prenait une claque, et rentrait chez lui, et arrêtait de faire du graffiti pendant 3 mois avant de retourner dans la rue pour tenter quoi que ce soit. C'était le roi de la 3D. Voilà. Donc il y a 2 artistes qui se tirent la bourre dans le graffiti 3D en Europe, c'est Delta et Daim. Delta qui est parti dans quelque chose de beaucoup plus abstrait et de conceptuel. Daim qui est toujours resté très très graffiti. Et Momo, on l'a ramené aussi parce que c'est un artiste qui a le cul entre 4 chaises, dans le sens où il ne vient pas du graffiti, il ne vient pas du street art, il ne vient de rien de tout ça. C'est juste un globe-trotter qui à un moment a fait se percuter 2 cultures. La culture rêve party des années 90, c'est quelqu'un qui a fait le tour d'Europe avec un billet, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est des billets de train que vous achetez, passe Interrail, je sais plus, Intercité, je ne sais plus, Interrail, je crois, et qui vous permettent de voyager dans toute l'Europe. Bon, la petite histoire, c'est que voilà, il arrive en Angleterre, il est américain d'origine, il arrive en Angleterre pour un stage, sauf que la boîte dans laquelle il doit bosser coule 3 jours après l'arrivée. Et donc, avec le peu d'argent qui lui reste, il se paye ce pass, et il prend son sac à dos et il va traverser toute l'Europe. Et c'est pile au moment où la culture des rave parties démarre. Et donc il va suivre tout ce courant de rave party et découvrir donc l'art numérique, hein, donc les arts visuels numériques projetés, souvent dans des concerts, enfin voilà, dans des rave parties. Et un second voyage qu'il va faire dans les Caraïbes, où il va découvrir donc un art traditionnel pictural dans les Caraïbes, où les habitants produisent des formes géométriques colorées sur leur maison. Pour se distinguer un petit peu tous des uns des autres, c'est absolument magnifique. Et son travail, ça va être effectivement la rencontre de ces 2 cultures totalement déjà séparées par un océan, l'un traditionnel, l'autre totalement moderne. Et c'est un immense muraliste, il a produit de nombreuses fresques. Ici, c'est à Toulouse, pour le festival Rose Béton. Et alors justement, Jean-Guillaume, on en parlait, ce qui nous intéressait aussi, on en a parlé ce matin avec Christina un petit peu, qui a parlé des White Cubes, hein, donc ces lieux intérieurs, et pendant 2 jours, on a parlé de l'espace public, on a parlé de la manière dont les artistes vont
utiliser les influences pour ensuite investir l'espace public. Et ce qui peut être intéressant aussi avec toi cet après-midi, c'est de prendre un peu le contre-pied et de voir comment aussi des artistes ont tiré de l'existant, en fait, de ce qui les entoure, de leur environnement urbain, de leur espace public, hein, qu'on évoque ensemble depuis 2 jours, comment ils ont tiré des œuvres qui permettent de comprendre cet environnement urbain, quitte à les rapatrier après dans un lieu fermé. C'est ce qui s'est passé avec cette exposition d'Olivier Costa-Teffen que tu présentes en ce moment au Hangar 107. Ouais. C'est vrai que voilà, j'ai rebondi sur... Quand Thomas m'a parlé de ce colloque et m'a dit... Voilà, l'idée c'est l'art dans l'espace public, on veut parler d'art dans l'espace public. Je lui ai dit ok, mais en fait nous on est nés dans l'espace public, on a produit de l'art dans l'espace public. Tout ce qu'on a voulu depuis le départ, c'est rentrer, c'est faire l'inverse, c'est de rentrer dans les institutions, rentrer dans le White Cube. Voilà. Et le Hangar 107, il est arrivé pour ça. Voilà, c'est pour ça pas qu'on l'a créé, il n'a pas du tout été créé pour ça, mais en tout cas quand j'ai pris la direction du centre avec Nicolas Couturieux en commissaire, ça a été notre ambition. Donc en ce moment, on a une exposition au Hangar 107 d'un artiste, et c'est le plus important. Alors vous avez beaucoup de chance, on a réussi à la garder, on l'a ouverte fin septembre de l'année dernière, elle a duré 24 jours avant le deuxième confinement, mais elle était tellement importante pour nous, et quand je vous dis qu'elle est importante, c'est que vraiment, j'en ai des frissons quand j'en parle. On a fait tout notre possible pour la garder en espérant rouvrir. C'est fait, on a rouvert depuis le 19 mai, et vous avez jusqu'au 20 juin. Alors il reste 3 semaines, il ne reste pas beaucoup de temps, mais s'il vous plaît, venez voir cette exposition, parce que c'est peut-être un des moments les plus importants dans l'histoire du Hangar 107. Pourquoi Olivier il est aussi important? Alors on va le situer déjà historiquement. Olivier, il a démarré le tag, son premier tag remonte à peu près à 1987. Il n'est pas d'accord avec lui-même, il ne sait plus si c'est 85 ou 87, peu importe. Donc je vous ai expliqué tout à l'heure, le graffiti c'est arrivé en Europe dans tout début des années 80, donc là on a affaire à quelqu'un qui fait partie des premiers graffeurs en Île-de-France. Donc Olivier, quand il démarre le graffiti, il monte très vite des collectifs, hein, c'est la tradition dans le graffiti, on a des collectifs, des crews, ce qu'on appelle des crews. Olivier a 2 collectifs à l'époque, il a P2B, donc les poseurs de bombes, et VAD, va au diable. Mais Olivier, assez rapidement, il va se poser une première question, est-ce que le graffiti, c'est de l'art? Voilà. Alors, moi, ma réponse est oui, lui, sa réponse est non. Et il est assez radical là-dessus, il est mal aimé, il est très aimé, il est mal aimé, c'est très compliqué dans le milieu du graffiti pour lui, parce que, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui était là dès le début, donc il est très respecté, mais en même temps, quand il dit que le graffiti, c'est pas de l'art, ben, il se met sur le dos un paquet de monde, parce que lui, il avait une vision du graffiti qui était plutôt un sport, un défouloir adolescent, un espèce de cri du cœur, je suis dans ma banlieue à Sartrouville, hein, il vient de Sartrouville, je montre que j'existe en taguant mon nom sur les murs. Donc voilà, il va assez rapidement arrêter la lettre et commencer à produire des logotypes dans la ville. Et ce sera un des premiers, si ce n'est le premier, et là pour l'instant les journalistes spécialisés art urbain s'accordent à dire que c'était le premier, à utiliser le terme de street art dans la presse à l'époque. Mais Olivier, il avait une vision assez particulière du street art. Pour lui, le street art, c'était effectivement comment est-ce qu'on envisage la ville en prenant un petit pas de côté, en y mettant un regard plus artistique, et comment est-ce qu'en inscrivant une œuvre, je participe à l'histoire des murs, des immeubles sur lesquels je m'inscris. On n'était pas du tout dans une idée de coller une œuvre d'art pour montrer son art. On était dans l'idée de produire une œuvre d'art dans un espace en fonction de l'histoire de cet espace, la géographie, enfin, le contexte social. Donc voilà, il y avait une pensée qui était plus profonde que de simplement produire une œuvre sur un mur. Et là, pareil, le street art dans les années 2000 devient à la mode. Le pop art envahit le street art. Et Olivier fait une réaction épidermique à ce tournant dans le mouvement et renie totalement
le street art. Il a pourtant été là avec Invader, au début d'Invader. Vous voyez les petites mosaïques qui ont envahi toutes les villes dans le monde. Il y en a même sur la station Mir, il y en a 3. Donc Invader et Olivier, ils traînaient ensemble sur des scooters à Paris, à l'époque où ils posaient les premiers. Blake Lerat, voilà, tous ces artistes de l'époque qui sont aujourd'hui devenus des stars internationales. Olivier les a connus très jeunes. Mais voilà, pareil, il va faire ce pas de côté et puis il va abandonner toute cette histoire. Il va se poser la question, qu'est-ce que moi j'ai envie de montrer, puisque j'ai envie de devenir artiste, j'ai envie de vivre de mon art, qu'est-ce que j'ai envie de montrer dans une galerie, dans un musée. Et finalement, il va se recentrer sur son talent initial, qui est un talent d'observateur. Voilà. C'est quelqu'un qui, à un moment, se trouve sur un territoire, dans une ville, dans un quartier, et il va observer ce territoire, et il va aller chercher des petits détails, des petites choses de cette ville, de ce territoire, et il va essayer de nous les montrer d'une certaine manière pour nous raconter une histoire, mais surtout une émotion. Alors, l'exposition qu'on présente au Hangar 107 s'appelle « Cette sorte de sourire que sont parfois aussi les fleurs au milieu des herbes graves ». Il a emprunté ce texte à un poète suisse qui s'appelle Philippe Jacotet, qui est décédé il y a quelques mois. Et c'est vraiment à l'image du travail d'Olivier. Voilà, dans un champ de mauvaises herbes, il y a une petite fleur, et lui, il va se concentrer sur cette petite fleur et essayer de nous raconter son histoire. Alors, cette première heure s'appelle « Souvenir des Indes ». Elle est un peu énigmatique comme ça de prime abord, 4 cailloux dans une vitrine. Quand Olivier emménage à Sartrouville, il est jeune adolescent. Il se retrouve dans un quartier extrêmement difficile. Et au collège, ses camarades de classe lui disent « Bon, Olivier, surtout, tu vas pas aux Indes, les Indes, ça craint. » Alors il comprend pas, parce que pour lui, les Indes, c'est les milliers de nuits, c'est les Maharajas, c'est un truc cool. C'est un pays sympa. Et très rapidement, il comprend qu'il s'agit en fait de la Cité des Indes. Donc cité juste en face de son collège, qui fait partie donc des cités interdites de France. Les cités interdites de France, pour ceux qui ne savent pas, c'est une liste officielle qui est éditée par le ministère de l'Intérieur tous les ans, où sont répertoriées donc les cités, les quartiers où les flics vont plus, globalement. En 2010, il retourne à Sartrouville parce qu'il y va régulièrement. Lui, il a quitté le territoire, mais sa mère y habite toujours. Et en prenant le bus, il se rend compte qu'on est en train d'équiper les bâtiments de la Cité des Indes, 3 tours de la Cité des Indes sur les 5, pour ce qu'on a, alors c'est le terme technique, il est effrayant, foudroyer les tours, donc les dynamiter. Et il va attendre le foudroyage de ces tours, et il va récupérer donc ces gravats, qui sont donc des gravats authentiques de la Cité des Indes, les disposer dans cette vitrine comme on présenterait des vestiges de temples grecs ou romains ou des pierres précieuses. Évidemment, derrière, c'est plutôt un foutage de gueule, comme il le dit lui-même. Il se moque des promoteurs immobiliers et des politiques urbanistes des années 60-70 qui ont produit donc, ces quartiers qui devaient être des paradis et qui se sont révélés être des enfers. Donc c'est un constat d'échec. Mais c'est aussi pour ne pas oublier finalement la mémoire des habitants de ces tours. Je cite très bien Orelsan, un rappeur normand qui, dans Ma ville on traîne, dit à chaque fois qu'ils détruisent un immeuble, ils suppriment une partie de mon passé. Et c'est un peu ça. Il y a cette, on efface un peu l'erreur du passé. Et Olivier, il nous la remontre de cette manière. Alors, on a des jardinières dans le centre d'art. Donc ça, c'était un drôle de défi. Alors, plusieurs histoires autour de ces jardinières, elles sont extraordinaires, elles ont fait pleurer des visiteurs, c'est vous dire. En général, quand vous êtes dans un musée, quand vous êtes dans une galerie, quand vous êtes dans un centre d'art, vous avez toujours des sièges, des fauteuils, des banquettes pour vous asseoir un petit moment et admirer une œuvre. Et Olivier, il voulait que ce soit comme au quartier. Donc il m'a fait supprimer mes 2 canapés, qui étaient très confortables, je les regrette. Il m'a fait supprimer toute forme d'assise. Et il m'a imposé donc, ces jardinières qu'il fallait trouver, typiques des années 60-70, qu'on a vu dans absolument tous les quartiers de France. Ça parle absolument à tout le monde. Et donc le seul moyen de s'asseoir au 107, c'est de s'asseoir sur les jardinières. Voilà. Et c'est comme au quartier. Voilà, c'est comme au quartier. Alors pour la petite histoire, ce sont 4 jardinières qui ont été oubliées par la ville de Rouen sur un terrain vague à 300 mètres du 107, que j'ai découverte un peu par hasard.
et je les ai ramenés vraiment telles quelles, c'est-à-dire que l'artiste n'est pas du tout intervenu sur cette œuvre. Donc quand on parle de ramener le quartier dans un centre d'art, hein, passer de la ville au White Cube, là c'est l'exemple parfait. On prend un élément de la ville, on le met dans un autre contexte, le White Cube, et on raconte du coup une histoire. Donc on a parlé de quartiers abandonnés par les services publics, donc il est évident que ces jardinières, elles vont plus être fleuries très rapidement. Hein, si les flics ne vont plus dans ces quartiers, les parcs et jardins, ils n'y vont pas non plus, ils sont pas fous. Et donc à la place des jolies fleurs et des jolies plantes qui étaient plantées dans ces jardinières vont apparaître des mauvaises herbes. Donc déjà, première analogie avec la banlieue, les mauvaises herbes. C'est une expression qu'on utilise pour définir les gamins des quartiers. C'est de la mauvaise herbe. Deuxième analogie, l'abandon. Le sentiment d'abandon des quartiers. On abandonne les jardinières comme on abandonne les habitants. Qu'est-ce qui reste? Quelle est la fonction qui reste de ces jardinières? Si on sait créer des limites, on empêche de rentrer dans le quartier. Hein. Voilà. À la base, c'est pour empêcher les voitures de rentrer sur les parvis. Finalement, ça devient un peu juste ça, la jardinière. Mais quand même, parce qu'il y a du joli là-dedans, c'est aussi un symbole de solidarité. C'est le lieu où on se retrouve. On se donne rendez-vous aux jardinières. On se retrouve là, on fume nos clopes, on fume nos joints, on boit nos bières. Ça sert de cendrier, ça sert de poubelle. On vit, voilà, dans ces jardinières. Et je peux vous dire que ça a eu un effet psychanalytique incroyable sur pas mal de visiteurs qui ont grandi dans des quartiers populaires, qui ne s'étaient pas rendus compte finalement de l'importance symbolique de ces jardinières pour eux, et qui, 30-40 ans plus tard, les retrouvent dans un musée et se prennent finalement toute leur jeunesse, toute leur histoire de pleine face. Paysage de banlieue. Tu me dis si je suis très long, Thomas? Non, tu peux encore présenter 2-3 œuvres, Okay. Et puis après ça sera bien. Paysage de banlieue, c'est une série, donc, non pas de photographie, parce que là, quand on regarde ces œuvres, on a l'impression de voir des photographies sépia d'arbres. Alors non, c'est pas du tout ça, c'est du papier qui est brûlé à la pointe chaude, hein, donc ça peut être un fer à souder, ça peut être une allumette, ça peut être un briquet. Ce sont des reproductions d'arbres qu'Olivier prenait en photo de l'appartement de sa maman. Sa maman, elle a eu une super idée quand il avait 14 ans pour son anniversaire. Elle lui a offert un appareil photo. Et quand on est Olivier Costa-Théphène, on vous offre un appareil photo, vous qui avez un talent d'observateur extraordinaire, bon, c'est le plus beau des cadeaux. Il a mitraillé sa ville et il a mitraillé tous les arbres qu'il voyait donc de la fenêtre de sa maman. Et donc on a toutes les saisons, hein. On a des arbres très feuillus, on a des arbres sans feuilles, on a un peu de tout. L'idée derrière, évidemment, c'est toujours de parler de ces deux niveaux de lecture, c'est-à-dire que de prime abord, on a des arbres doux, hein, c'est bucolique, c'est doux, ça permet de s'évader. Ça parle aussi de l'ennui, hein, quand Olivier était en bas de sa tour et qu'il s'évadait juste en regardant les arbres. Et puis quand on se rapproche, on a ce papier qui est martyrisé, qui est brûlé, qui est plus rugueux, et là finalement c'est la banlieue qui ressort, quoi, la violence de la banlieue. J'ai une jeune demoiselle dimanche qui est venue visiter le 107, elle a résumé ça très bien, mieux que moi, du haut de ses 15 ans, elle m'a dit de loin c'est ce qu'il veut nous montrer, de près c'est ce qu'il a vécu. Voilà, je trouve ça très bien résumé. Alors là vous êtes au domaine Wranken-Pommery à Reims, donc c'est un domaine producteur de champagne, Pommery, qui donc a des crayères monumentales en sous-sol par définition. Et tous les ans, toutes les années et demie, il propose à un commissaire d'exposition de réunir des artistes pour une exposition d'installation dans les crayères. Et cette année-là, c'est Hugo Vitrani du Palais de Tokyo, qui est donc le commissaire d'exposition au Palais de Tokyo, qui a fait rentrer le graffiti dans cette institution. Hugo propose aux artistes comme thème, pour une fois c'était un bon thème, l'esprit souterrain. Et Olivier, quand on lui a parlé de l'esprit souterrain, ça lui a rappelé le RER A. C'est ce dernier RER qui prenait tard le soir à Paris pour rentrer à Sartrouville, sa banlieue qui était finalement assez isolée, que lui voyait comme une île. Hein. On a souvent cette idée qui revient des gens qui ont grandi dans les quartiers, dans les banlieues, d'être isolés, d'être sur une île. Les Sartrouvillois vont à Paris, les Parisiens ne vont pas à Sartrouville. Et quand il prenait ce dernier RER, il aimait effectivement donc observer la vie qui s'est déroulée. Je ne vous révèle pas tout de suite,
Il a donc édité cette moquette, hein, c'est une moquette, avec ce magnifique motif de fleurs bleues sur fond rouge, qui correspond tout à fait à ce qu'on attendrait dans un domaine de Champagne. C'est très beau, hein, ça a un côté très noble, ça a un côté, ça colle parfaitement à l'endroit. Alors en fait, ce motif, c'est la copie du revêtement du siège du RER A. Je pense que je n'ai pas besoin de dire beaucoup plus. Voilà. On ne connaît pas le nom du designer oublié. Hein, qui On a demandé à la ce RATP. motif. Ouais, on a demandé à la RATP, ils ont été infoutus de nous dire qui avait fait ce motif. Et vous avez donc un remix, j'aime bien dire ça, un remix de cette œuvre au 107, donc ce que vous voyez actuellement. Au bout d'un an, ces moquettes, elles ont été piétinées par des milliers de visiteurs. Elles ont subi aussi les 10 degrés toute l'année, les 98% d'humidité des crayères. Et on a donc découpé des morceaux de moquettes sales qu'on a mêlés à des morceaux de moquettes neuves. L'idée était de reproduire cette vue, je trouve pas le mot, cette vue qu'il avait dans le RER, je suis désolé, je suis troublé, où on ne sait pas pourquoi, mais ça c'est dans tous les bus, tous les métros, à un moment où vous avez 12 sièges flingués, on en change 2, on ne sait pas pourquoi, voilà, il y en a 2 neufs, bon, on ne sait pas trop pourquoi, peut-être que ceux-là ont été un peu trop lacérés, mais voilà. Et donc voilà, on a ce champ visuel en face de nous. Dernière œuvre ? Ouais, le dernier, allez. Allez, bah, c'est ma préférée. Moi aussi. Mais alors là, elle est de dos. Hein. On la présente pas comme ça. Normalement, je montre le dos pendant la visite guidée de l'œuvre. Il s'agit de cartes postales. Donc l'idée derrière cette série d'œuvres, puisque c'est une série de cartes postales, c'est de parler, pareil, de son adolescence, quand il a grandi à Sartrouville dans ses quartiers. Donc les vacances arrivent, on n'a pas d'argent, et donc où est-ce qu'on va passer ses vacances ? À Sartrouville. Voilà. Et il a donc imaginé, à partir de photos qu'il a prises toute sa vie à Sartrouville, il a donc imaginé les cartes postales finalement qu'il aurait pu envoyer à sa famille, à ses amis, pour raconter ses vacances à Sartrouville. Alors, je vais vous les montrer. Je voulais juste vous montrer le dos, puisque voilà, Olivier est vraiment allé au bout du concept. Il a réalisé ses cartes postales en suivant les normes, et elles ont été timbrées et postées par sa maman de la poste de Sartrouville à l'adresse du hangar 107, et je les ai récupérées dans la boîte aux lettres, et c'est là que je les ai faites encadrer. Et donc, on va retrouver un certain nombre de thématiques très habituelles des cartes postales dans les offices de tourisme. Donc on commence avec un coucher de soleil. Alors vous voyez, il a utilisé une police d'écriture un peu nulle qu'on voit souvent sur des mauvaises cartes postales d'office de tourisme. Et ça va être la constante dans la série, hein, du mauvais graphisme. Et donc là, au lieu d'avoir un beau coucher de soleil naturel, c'est un habitant ou une habitante de Sartrouville qui va se faire plaisir en se peignant un coucher de soleil sur son portail. Vous avez la nourriture, avec cet emballage de kebab déposé sur une belle pelouse. Sartrouville, ville fleurie. Et ce n'est pas une blague, Sartrouville a obtenu le label ville fleurie. Ils ont les 3 petites fleurs au panneau juste en dessous de... Avec les jardinières, c'est pas étonnant. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Et donc là, c'est une photo, justement, je vous montrais les paysages de banlieue avec les arbres tout à l'heure. Donc c'est une photo qu'il a prise de l'appartement de sa maman. Et les arbres que vous voyez ici ont été reproduits en arbres brûlés, comme je vous ai montré tout à l'heure. Les animaux ? Sartrouville, Pride of the West. Il n'y a pas beaucoup d'animaux sauvages à Sartrouville. Et il aimait bien ce chat, là, qui avait un regard un peu méchant. On a l'impression qu'il tire le quartier, un peu comme un bonhomme. Et la fameuse villa Daumier, qui n'a de villa que le nom, où Olivier a grandi. Donc voilà, ça c'était le paysage d'Olivier, et c'est ce qu'il a voulu nous raconter. L'hôtel, résidence Miami Bis. Voilà, en fait, ce qui est intéressant, on s'est posé la question, voilà, comment est-ce qu'on amène l'art dans l'espace public, comment on passe du musée au quartier. Et voilà, je voulais vous montrer une démarche totalement opposée, inverse. Enfin, c'est pas opposé, c'est pas du tout ça, mais une démarche en tout cas qui va dans l'autre sens, différente, où justement on ramène le quartier dans le White Cube pour nous raconter une autre histoire
pas forcément pour en créer une nouvelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'intérêt de l'art dans l'espace public, c'est de pouvoir créer des nouvelles histoires, c'est pouvoir réinventer, on aime bien utiliser ce terme, la ville, pouvoir effectivement apporter un peu de beaux habitants. Olivier, lui, il s'est concentré sur la beauté du banal, voilà, la beauté des choses banales que la plupart des gens vivent, parce que tous les quartiers de France ne vont pas avoir leur parcours d'art urbain, leur parcours de street art. La plupart vont continuer de vivre dans ces endroits. Et je trouve que c'est extraordinaire qu'un artiste puisse nous apporter ce témoignage qui est extrêmement rare finalement dans l'art contemporain. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une agréable journée. Merci beaucoup Jean-Guillaume. Merci, ouais, je pense qu'on peut l'applaudir. Merci. Je voulais vous proposer d'enchaîner avec Olivier, mais je sais que le gradin est rude. On me l'a dit hier. Et donc, si vous en êtes d'accord, je vous propose de faire un petit break, peut-être de 5 minutes maxi, juste pour vous dégourdir les jambes, parce que je sais que c'est difficile, et on enchaînera sur la suite de cette table ronde juste après. À tout de suite.